Donc, alors je suis désolé, je dois m'asseoir pour tout ça parce que je vais avoir pas mal de choses à faire à l'écran. Ce que vous avez là donc, c'est l'entrée à la console de Amazon Web Services. Vous avez mon compte avec ma carte bleue qui est derrière. Puisque comme l'a expliqué Maxime, dans Amazon Web Services, on paye à l'heure. De fait, on peut se dire que ça ne coûte pas très cher, il faut quand même faire très attention. Ils ont mis en place des systèmes d'alarme exprès pour que justement, des fois qu'on a un peu oublié qu'on a lancé 3 serveurs, puis on allait se coucher, puis on a oublié une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis arrive la facture mensuelle, boum, 1000 €. Ah, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà eu des surprises. Alors, la première chose qu'on va faire, donc, c'est de se connecter évidemment, mais surtout, on va commencer par faire un petit tour rapide des services. Et ensuite, on va en utiliser quelques-uns. Là, vous avez plein de choses, et c'est là où vous vous rendez compte à quel point c'est très riche Amazon. C'est-à-dire qu'on va des choses les plus bas niveau, encore une fois, ça consiste simplement à lancer une machine virtuelle, jusqu'à des choses qui sont beaucoup plus complexes. Et il y en a une, par exemple, je vous montre là, centre d'appel. Vous pouvez installer avec Amazon Web Services des centres d'appel, littéralement. Il y en a un autre, je ne sais pas si on le voit ici, ça s'appelle, c'est Turk Machine, si je ne me trompe pas. C'est l'automate turc. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. En fait, vous aviez un automate, je crois que c'était au XVIIe ou XVIIIe siècle, qui jouait de la musique. Et en fait, en réalité, à l'intérieur, il y avait quelqu'un qui jouait réellement de la musique. Et en fait, ils ont créé un service où on peut dire, bah voilà, j'ai besoin d'automatiser des tâches généralement faites par des humains, et on passe par Amazon pour faire ça. Donc c'est vraiment pour vous montrer que là, on est de la chose la plus technique, le plus bas niveau, jusqu'au truc le plus haut niveau qu'on puisse avoir, à savoir même avec des humains. C'est peut-être un peu flippant d'ailleurs de se dire qu'on a des humains dans le cloud au bout du compte. Nous, on ne va pas vers des choses aussi terribles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer une application. Comme on veut quand même essayer de sécuriser un minimum les choses, au sein de Amazon, on peut gérer différents utilisateurs. Et ça passe par cette interface qu'on appelle YAM. Donc j'ai encore oublié la signification de l'acronyme. Et à partir de là, on peut gérer toute la sécurité autour de notre environnement Amazon. Donc là, par exemple, je vais commencer par créer un utilisateur que je vais appeler Clevermind. Qu'est-ce que peut faire cet utilisateur? On aimerait bien qu'il puisse se servir de l'API Amazon Web Services. Puis on aimerait bien aussi qu'il puisse jouer avec la console. Donc voilà. On va lui choisir un petit mot de passe. En l'occurrence, ce sera Antoine, le mot de passe. Je suis un expert en sécurité. On ne va pas lui demander d'initialiser le mot de passe. Et ensuite, on arrive sur la partie donc, vraiment de sécurité et de droit, ce qu'ils appellent des stratégies chez Amazon. Donc, pour un utilisateur donné, vous pouvez lui dire, tu as le droit de faire ça, tu as le droit d'utiliser ça, de lire là-dessus, d'écrire là-dessus, mais pas là-dessus, etc. Là, pour simplifier la vie, on va dire que notre utilisateur, administrateur, il peut absolument tout faire. Mais là, vous voyez la liste. On peut déjà faire beaucoup de choses, puisqu'en fait, c'est même une liste quasi infinie. Hein. Je continue de tourner et il y a des nouveaux trucs qui apparaissent. C'est pour ça qu'il y a un petit champ de recherche. Voilà. Donc là, en l'occurrence, ce que je dis à mon utilisateur, c'est que c'est le roi du monde, il peut faire exactement tout ce qu'il veut. La vérification d'usage, et on peut créer notre utilisateur. À partir de là, Amazon Web Services nous fournit plusieurs éléments pour pouvoir travailler avec notre utilisateur. En premier lieu, un lien vers la console, la même que Maxime a utilisée, qu'on va utiliser par la suite. C'est une console que seul cet utilisateur peut utiliser. Aussi, pour pouvoir faire des accès programmatiques, donc par API, aux différents services d'Amazon, nous avons une clé d'accès ici et une clé secrète. Donc là, je vous la montre puisque par la suite, je vais évidemment effacer l'utilisateur. Là, vous avez à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour exploser ma carte bleue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite télécharger ces informations-là dans un petit fichier qui est là. Et on va aller sur la console. Ici, on peut fermer. Voilà, je quitte. Puisque maintenant, on va se connecter en tant qu'utilisateur Clevermind avec mon mot de passe magique, Antoine. Non, on ne va pas sauvegarder.
Donc nous voici finalement un peu comme dans l'étape précédente, sauf que là je suis l'utilisateur Clevermind, avec tous les droits d'accès. On peut très bien imaginer que j'aurai des droits beaucoup plus restreints parce que je suis le développeur lambda, je suis le coach agile de truc, etc., etc. Maintenant, moi en tant que développeur, évidemment, je veux pouvoir jouer assez facilement depuis mon PC et mes outils à moi, avec tout l'environnement Amazon. Alors, ce qui est génial avec Amazon, c'est que comme on l'a vu, ça va du plus bas au plus haut et ils fournissent un nombre incroyable d'outils et de choses pour nous aider à manipuler tout ça. Alors en l'occurrence, moi ce que j'ai installé sur mon poste, c'est un outil qui se télécharge et qui s'installe très facilement qui s'appelle AWS, avec lequel on peut faire plein de choses. En l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer ma machine pour qu'elle puisse accéder au service Amazon Web Service avec mon compte Antoine, mon compte Clevermind, pardon. Donc pour faire ça, je vais réutiliser la clé que j'avais reçue à l'instant, donc je vais la charger. Elle est dans téléchargement. Donc voici la clé. Ah oui, alors, je vous préviens pour la suite, c'est du, entre guillemets, live coding, donc attendez-vous à des petits moments d'attente que j'essaierai de combler, des fautes de frappe, des choses qui marchent plus ou moins bien, on va essayer de faire tenir tout ça à peu près de façon stable. Donc je copie aussi la clé secrète, vous voyez qu'ils nous produisent des clés secrètes bien conséquentes. Alors là, chose très intéressante qui a été abordée lors des questions, la région. En fait, Amazon répartit ses services à travers le monde entier. Ça a plusieurs intérêts. Ça peut avoir des intérêts légaux, effectivement, c'est-à-dire que si vous avez un data center dans lequel vos serveurs virtuels, vos données, s'il est aux États-Unis, c'est pas la même chose s'il est en Irlande ou en France. C'est aussi intéressant tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir nos données assez proches des régions où sont nos clients. Donc évidemment, si vos clients sont aux États-Unis, c'est pas très intéressant de stocker vos données en Asie ou en Irlande, et inversement. Au niveau des principales régions, vous avez donc évidemment États-Unis, côte ouest, côte est. Vous avez l'Irlande qui a été la première région européenne. Maintenant, vous avez Francfort. Il faut faire très attention parce qu'en fait, vous n'avez pas tous les services sur toutes les régions. Donc, avant de vous lancer sur un projet AWS, regardez d'abord les services que vous allez utiliser et vérifiez qu'ils sont bien présents sur la région que vous visez, parce que sinon, vous allez vite vous retrouver bloqué. Francfort, qui est la région la plus récente qui a été installée, il me semble, en Europe, par exemple, il y a peut-être quelque chose comme 80% des services. Évidemment, le service dont vous avez besoin se trouve dans les 20% qui n'y sont pas. Donc moi, j'ai choisi EUS1, qui est donc l'Irlande. Bon, ça, c'est la technique, c'est le format de sortie des différentes informations issues de l'outil, c'est du JSON. Maintenant, je suis content, ma machine, elle est prête à communiquer avec les services AWS. On a dit qu'on allait fabriquer une application et qu'on partait de zéro. Donc pour moi, partir de zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin d'un repo Git. Chose fabuleuse, Amazon Web Service nous permet d'avoir des repos Git. Ça s'appelle Code Commit, dans les nombreux services disponibles, le voici. Et c'est très bête. Je vais créer mon repo Git, on va l'appeler Clevermind. Alors, chose amusante, ils traduisent tout, évidemment, puisque c'est au niveau international. Donc, j'en ai profité pour apprendre que repository s'appelait référentiel. Et donc, j'ai créé mon repo et j'ai tout de suite, ça y est, j'ai un repo Git qui a été créé, qui est vierge, donc je peux l'utiliser dès maintenant. Donc, je vais aller dans un dossier que j'ai appelé AWS, qui est vide, et je fais mon git clone du repo que je viens de créer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je vérifie si... Est-ce que vous voyez bien ou est-ce que c'est trop petit? Ça va? Ok. Donc, il me dit, vous semblez avoir cloné un repo vide. Très bien, c'est complètement normal et c'est génial. On peut, ça y est, on n'a plus besoin de GitHub. On n'a plus besoin d'installer ses propres serveurs ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à configurer ou presque. J'ai créé mon repo. La seule chose que j'ai eu à faire, c'était d'installer cet outil AWS et de le configurer pour dire je suis un tel, une telle, etc. C'est un peu trop petit pour derrière. D'accord, je vais augmenter la taille. Alors, le problème, c'est que je ne le fais jamais, donc
Ça va comme ça ou pas? Encore un coup ou pas? Ouais, encore un coup. Là, ça devrait aller. Ok. Donc maintenant, pour vous prouver qu'on a un vrai repo Git, on va l'utiliser. Donc qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais aller dedans. Et puis, on va créer un fichier qui va être un fichier README. Voilà, c'est un bête fichier texte. Alors, je vais aussi vous grossir la fonte. Voilà. Je le sauvegarde. Je retourne là et je fais la manipulation que nous, développeurs, on fait en permanence à longueur de journée. Un git add, un git commit, avec le très traditionnel message first commit. Bon, ça pourrait être hello world, effectivement, mais généralement sur Git, le tout premier truc, c'est first commit. Ensuite, je vais le mettre sur mon repo, git push, et au miracle d'Amazon Web Services, c'est fait. Je n'ai rien eu d'autre à faire. T'as pas eu à configurer les clés SSH J'ai pas eu à configurer les clés SSH. En fait, le travail a été fait notamment par l'outil AWS que vous avez vu au début. Exactement, dans laquelle j'ai rentré ma clé, alors c'est ce qu'ils appellent la clé d'accès, et ma clé privée, enfin ma clé secrète, pardon. Et voilà, et c'est l'outil qui s'occupe de gérer tout ça pour moi, donc c'est super pratique. Sachant qu'évidemment, il fonctionne sous Windows, sous Mac et sous Linux. On rafraîchit ici. Et voilà, dans mon repo, j'ai un fichier README que je peux consulter. Je peux voir mes commits. Et c'est aussi simple que ça. Donc déjà, rien que pour un développeur, c'est assez génial de se dire qu'on peut tout de suite très facilement créer un environnement de développement, que ce soit pour des petits projets, des gros projets, c'est un environnement Git et tout est dispo. Évidemment, vous n'avez pas toute la machinerie que vous pouvez avoir sur GitHub, Issue Tracker, Review Tracker, Peer et autres. C'est du repo Git très classique. Néanmoins, ça a le mérite d'être là et très facile à mettre en œuvre. Vous avez vu, ça m'a pris quelques clics et 3 commandes. Maintenant qu'on a ça, c'est bien gentil, on a un repo, on va fabriquer une application. Le but du jeu, c'est quand même de la mettre quelque part. Donc, Maxime nous a montré ce que c'était que EC2. Eh ben, on va faire pareil, on va reprendre le boulot de Maxime. Donc je vais aller sur la console et je vais aller dans EC2. Alors, l'un de vous parlait de clés. Dans le cadre de EC2, donc Maxime était passé vite dessus, donc j'en profite pour en parler, il y a effectivement la gestion par clé. Alors, tout le monde connaît le fonctionnement des paires clés publiques, clés privées? Qui ne connaît pas? Oh là là, que des connaisseurs, génial. Donc le principe, il est très simple, c'est qu'en fait, dans Amazon Web Services, pour tout ce qui est instance EC2, vous vous connectez dessus avec des clés publiques et privées. Et vous pouvez en générer autant que vous voulez, et quand vous créez une instance, vous dites, cette instance, je veux pouvoir m'y connecter avec telle clé. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais créer une paire de clés, qu'on va appeler Clevermind. Ça y est, j'ai créé ma clé et il me l'a automatiquement téléchargé ici en bas, clevermind.pem. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite la déplacer dans mon répertoire pour me simplifier la vie par la suite. Tiens. C'est un CD. Ah pardon, oui, effectivement, c'est pas un CD que je dois faire, c'est un CP. Voilà, et on va copier ça ici. Alors, quand elle est téléchargée comme ça, vous le savez, elle est ouverte en lecture pour tout le monde et ça ne peut pas marcher sous Linux. Donc rapidement, je fais une petite commande pour la limiter à l'utilisateur courant, en l'occurrence moi. Donc go, groupe et other, -rwx, ni droit d'accès, ni droit d'écriture, ni droit d'exécution. Et ce serait bien si j'indiquais la clé. Oups, je viens de faire une petite bêtise. En même temps, non, pas vraiment, parce que ce dossier-là, il n'y a que moi qui l'utilise, donc tout va bien. Ok, donc j'ai maintenant ma clé, et avec cette clé, je peux créer une instance EC2. Alors, avant ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je vous ai expliqué que moi, en tant qu'utilisateur Clevermind, je m'étais
attribué, enfin j'ai créé un utilisateur Clevermind qui a les droits d'accès sur l'ensemble de tous les services AWS. Cette logique-là, vous l'appliquez aux services eux-mêmes. C'est une couche de sécurité supplémentaire. Je vais créer une instance EC2 et je ne veux pas qu'elle puisse accéder à n'importe quoi au sein d'AWS. On va utiliser d'autres services et je voudrais que cette instance puisse accéder à tel service, à tel autre service, mais pas à tel autre, pas à tel autre, etc. Donc, les services n'ont pas des autorisations, mais ont des stratégies pour les utilisateurs, ils ont des rôles. Donc, ça se passe au même endroit où on était tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le YAM, donc la gestion de droits, d'accès, etc., etc., etc. On va dans les rôles, on crée un rôle, et on dit, voilà, je sélectionne pour EC2, et je donne tous les droits d'accès. Encore une fois, ne faites pas ça à la maison, les enfants, c'est très dangereux, sécurité, tout ça, carte bleue. Donc on va appeler ça EC2 rôle, et on crée le rôle. Voilà, mon rôle est créé. Vous voyez ce que ça veut dire? Permet aux instances EC2 d'appeler les services AWS en votre nom. Je retourne sur EC2, et je peux créer mon instance à partir de là. Alors, comme l'a expliqué Maxime, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que vous pouvez créer des instances, donc c'est-à-dire des serveurs virtuels, de la capacité que vous voulez, tant en processeur, en mémoire, en stockage, et en plus vous pouvez le faire tourner sur ce que vous voulez en termes de système, peut-être à part macOS. Et encore, je dis ça, j'en suis même pas certain. Ça se trouve, des gars ont réussi à hacker suffisamment pour pouvoir lancer du macOS à l'intérieur d'Amazon Web Services. À vérifier. Mais là, en l'occurrence, si on regarde juste sur cette page-là, on peut le voir. On a différentes versions de Linux. Et puis en bas, vous avez un Microsoft Windows Server qui est disponible. Sachant que derrière, comme l'expliquait Maxime, vous avez une marketplace qui vous permet de trouver des instances à lancer, enfin pas des instances, mais des images, des systèmes prêts à lancer dans votre instance, avec des choses préinstallées. Je ne sais pas, par exemple, moi je voudrais avoir une instance qui se lance avec, je ne sais pas, un Tomcat. Un Tomcat prêt à l'emploi. Voilà. Il me propose plusieurs instances, sachant que le prix de l'instance varie, peut être un peu augmenté par rapport à une instance vierge, en fonction des licences, ou tout simplement si le prestataire a décidé de vous faire payer. Voilà, vous pouvez simplement vérifier. Là, en l'occurrence, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, on veut juste créer notre application, utiliser notre repo Git, donc on va faire une instance très simple, basée sur Amazon Linux AMI. Donc AMI, ça veut dire Amazon Machine Image. Donc c'est simplement un Linux avec des outils Amazon Web Services préinstallés. Comme on l'avait vu avec Maxime, on peut choisir ce qu'on veut en termes de puissance, de stockage et de capacité réseau. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vraiment le PC. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous sont montés des PC gaming. Bah, c'est exactement la même chose. Vous êtes là, vous dites, ah là là, j'aimerais bien avoir 64 Go de RAM. Ben, go for it. Si ta carte bleue est suffisamment armée, il n'y a pas de problème. C'est toujours la même chose. Là, en l'occurrence, bon, je choisis le système par défaut qui s'appelle le T2.micro, parce que d'une part, je suis assez radin et c'est gratuit, donc c'est mortel. Et globalement, ça fonctionne assez bien. Donc, on va regarder les petits détails à droite et à gauche. Alors, je vais augmenter la taille pour que ce soit un peu plus agréable pour vous. Est-ce que c'est bien pour tout le monde, là? Ok. Donc vous pouvez voir déjà qu'on peut lancer plusieurs instances d'un coup. L'idée derrière, c'est ce qu'on appelle la scalabilité horizontale. Un des grands principes qui a permis l'émergence du cloud, c'est que avant le cloud, vous aviez une application et elle grossissait, il y avait la base de données de plus en plus énorme, de plus en plus d'utilisateurs, etc. À cette époque-là, quand la machine n'en pouvait plus, vous étiez bon pour acheter une machine plus puissante, faire une migration de l'ancienne vers la nouvelle, avec tout ce que ça implique comme problème, jusqu'à la fois suivante où la nouvelle machine n'est plus assez puissante, et il faut l'augmenter, etc., etc. Puis forcément, au moment où on atteint des plafonds. Ça, c'est ce qu'on appelle la scalabilité verticale. Vous faites grossir la machine en hauteur comme ça. La scalabilité horizontale, c'est de dire, je vais répartir la charge de mes machines, la charge de mon application sur plein de petites machines.
Ce qui a donné naissance ensuite à plein de choses comme les architectures orientées services et aujourd'hui ce que tout le monde connaît, les microservices. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui la possibilité, notamment dans Amazon Web Services, ça s'appelle Lambda, d'avoir des espèces de micro-instances toutes petites qui naissent et qui meurent très très vite et sur lesquelles vous faites des opérations très simples. Ça peut être par exemple juste envoyer un mail. Ça peut être récupérer juste dans la base de données un utilisateur. Ça peut être faire un calcul très basique, etc. Tout ce que vous avez à faire, c'est lancer, mettre en place tout ce système-là. Amazon Web Services va s'occuper de les lancer, de les tuer, d'y accéder, et ensuite vous aidera éventuellement à les orchestrer. Ça vous permet d'avoir quelque chose de très très souple, ce qui fait qu'effectivement, le jour du Black Friday, vous avez un afflux monumental qui débarque sur votre app. Amazon Web Services va s'occuper de lancer toutes ces micro-instances par paquet de milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers s'il le faut. Tant que la carte bleue suit, ça passe. Mais en attendant, votre archi permettra de tenir le choc et vous ne serez pas là en train de vous dire « Mon Dieu, j'ai pas un serveur suffisamment puissant ». Alors, petite remarque en passant, c'est pas parce qu'on peut démultiplier les petits serveurs qu'il faut fatalement utiliser des petits serveurs. Aujourd'hui, des prestataires dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc ceux qui utilisent Amazon Web Services pour fournir une couche de plus haut niveau, disent « Nous, on ne fait pas des petits serveurs. On a plein de serveurs, c'est plutôt des gros serveurs. » Il y a un équilibre à trouver et là-dessus, ils font plein de travaux statistiques, de risques, d'évaluation pour savoir la meilleure capacité à utiliser par rapport au nombre de serveurs et par rapport au coût que ça engendre. Donc, nombre d'instances. Bon, là, en l'occurrence, on va lancer qu'une seule. Vous pouvez choisir des réseaux internes. On ne va pas rentrer dans le détail. Intéressant, on peut attribuer automatiquement l'adresse IP publique. Ça, c'est ce qui permet tout simplement de faire en sorte que notre instance, notre serveur, est accessible depuis l'extérieur. L'extérieur extérieur, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien décider que il peut être juste visible à l'intérieur du réseau Amazon, voire à l'intérieur d'un sous-réseau à vous. Bon, après là, c'est des détails techniques. Ce qui va plus nous intéresser maintenant, et Maxime l'avait aussi utilisé, c'est ceci. C'est les données utilisateurs. Alors, les données utilisateurs, en fait, c'est simplement ce qu'on va lancer au démarrage de notre machine. En l'occurrence, pour mon application, j'ai besoin d'avoir Node.js installé. Donc, j'ai préparé un petit script tout bête. Alors, c'est là où on quitte un petit peu le monde du dev pour être plus du côté DevOps. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec des choses comme les commandes Linux, les installs, etc., évidemment, c'est un peu embêtant. Maintenant, je pense que ici, vous êtes tous des devs sérieux et que donc, vous n'avez pas trop peur de ces choses-là. Si? Non, pas toi, Maxime, tu nous l'as prouvé tout à l'heure. Donc, j'ai préparé, alors je ne vais pas le taper devant vous parce que c'est pas passionnant. J'ai préparé tout le bazar ici, on peut même le regarder rapidement. Qu'est-ce que je fais? Je mets à jour le serveur avec Yum. Donc Yum, c'est juste un gestionnaire de paquets, de logiciels pour Linux. J'installe Ruby. Oui. Alors, par contre, sur cette appli, alors je vais l'utiliser avec, je vais l'ouvrir avec Sublime Text, ce sera plus simple pour moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par installer tout simplement, on commence par mettre à jour le gestionnaire de paquets. Ensuite, on installe Ruby parce que c'est nécessaire pour l'outil de gestion d'Amazon Web Services, donc AWS CLI, qui est en gros la même chose que ce que j'ai installé tout à l'heure. Ici, je configure AWS CLI avec ma clé d'accès et ma clé privée, donc je vais les rentrer. Je vais le faire maintenant en fait, puisque c'est juste ici. Oups, je me suis raté. Ensuite, je lui dis aussi que je travaille sur la région EU West 1, donc en Irlande. Et ici, je fais une petite chose en particulier, j'installe Code Deploy Agent, qui est un service d'Amazon Web Services qui permet donc de déployer automatiquement
ce que nous avons dans notre repo Git, donc code commit, vers notre instance. Ce petit truc que j'installe sur mon instance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement écouter gentiment si mon repo Git a changé, et si le repo a changé, hop, il y a déploiement. On va voir ça juste après. Le reste, bon, c'est juste l'installation qui se fait. Et puis, vous voyez ici, j'installe Node.js. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, je copie tout ça. Je le mets ici. Alors, il y a une petite chose qui m'est... Ah oui, voilà. J'oubliais, il faut que je lui donne ici donne un rôle à mon instance, le rôle que j'ai créé tout à l'heure, qui me permettra évidemment ensuite à mon instance d'accéder à tous les services que je veux dans AWS. On l'a vu avec Maxime, on peut ajouter du stockage. Sachez que vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, autant de disques que vous voulez, avec quasiment les tailles que vous voulez, et en plus, vous pouvez choisir le type de disque. Là, en l'occurrence, c'est du SSD. Vous pouvez même mettre des vieux disques magnétiques à l'ancienne, des disques durs, si vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose d'ultra rapide, pour faire du stockage un peu brutasse, comme vous le voulez. Vous pouvez aussi régler le nombre d'IO par seconde de vos disques. Si vous avez besoin de monter en pic de performance pour avoir des accès à des bases de données ou à des fichiers, etc., vous pouvez jouer là-dessus aussi. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ce que vous voyez là, c'est virtualisé, mais il faut quand même un minimum savoir ce qu'il y a derrière. Et heureusement, la documentation d'Amazon Web Services nous l'explique. Ce qu'il y a derrière, ce sont des disques durs réseau, en fait. Donc, n'espérez pas avoir la puissance de votre SSD sur votre machine. Il y a d'autres moyens pour avoir cette puissance sur les instances EC2 d'Amazon Web Services, mais là, en l'occurrence, les disques en eux-mêmes, c'est plus compliqué. Les balises, bon, là, je vais rajouter une balise parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. C'est juste le nom de mon instance. Le nom qu'on va appeler Clevermind. Les groupes de sécurité, Maxime l'a expliqué, c'est simplement sur quoi notre instance est-elle ouverte ou fermée de l'extérieur ou de l'intérieur. Par défaut, elle est ouverte juste pour une connexion SSH. Nous, on va rajouter le port 80, c'est-à-dire le HTTP, parce qu'on va faire une petite application web. Vous voyez ici la source, c'est-à-dire que n'importe qui peut se connecter soit en SSH, soit en HTTP sur notre instance. Vérifier, lancer, on considère qu'on est bon, je lance. La fameuse paire de clés que j'ai créée tout à l'heure, c'est maintenant que je m'en sers. La voici. Vous voyez le petit texte ici, je reconnais que j'ai accès au fichier de clés privées et que sans ce fichier, je ne suis pas capable de me connecter à mon instance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je perds mon fichier de clés, je ne pourrai pas me connecter, je ne pourrai rien faire, mon instance, elle sera là, la seule chose que je pourrais faire, c'est la détruire. Et on lance l'instance, et on peut voir son lancement en temps réel. Alors là, je suis en train de secrètement prier que j'ai pas d'effet démo et que ça va bien se lancer, que j'ai rien oublié, que le script va bien passer. Sinon, ce sera coupé au montage. Hein. Voilà. Alors, voilà, ça y est, l'instance est lancée. Alors, comme vous pouvez le constater, ça va assez vite. Même avec les scripts que j'ai lancés, ça se déroule super rapidement. Étonnamment, dans Amazon Web Services, vous avez des choses qui vont très vite et d'autres qui vont super lentement, et j'ai jamais trop compris pourquoi. Je vais vous donner un exemple tout bête. On peut avoir le journal de lancement de la machine, et alors lui, je ne sais pas pourquoi, il met des plombes à venir. Donc si je demande d'obtenir le journal système, voilà. La machine tourne, elle est disponible, on peut se connecter dessus, mais je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas s'afficher. Alors pour vous prouver qu'elle tourne bien, on va se connecter dessus. Donc on a ici son adresse IP, et pour me connecter dessus, je vais utiliser SSH avec mon fichier clé. Alors sur l'AMI, donc Amazon Machine Image que j'ai utilisé pour lancer ma machine, il y a des utilisateurs qui sont préinstallés. En l'occurrence, c'est EC2-user. Je veux bien me connecter sur cette machine-là. Et voilà, je suis connecté sur ma machine. Elle est là, elle est vivante. Je peux vérifier que j'ai bien installé Node. Node est bien installé. Je suis super content, c'est génial. Et je pousse un gros ouf de soulagement. Donc maintenant on est content, on a une instance qui est lancée, on a un repo Git, il faut les faire communiquer. Je vous avais parlé tout à l'heure de code deploy, on va aller voir ce que c'est.
Alors comme toujours pour les services Amazon, vous avez la petite vidéo d'introduction, les explications, la doc. Globalement, c'est assez bien fait. Les traductions sont parfois un petit peu automatiques, donc ça peut être surprenant. Je vous conseille de les lire en anglais directement. Alors, là, je vous montrais la page d'accueil de Code Deploy. Évidemment, la première chose qu'il faut faire avant ça, c'est dire que le service Code Deploy que je vais utiliser, je lui donne des droits d'accès sur le reste des services. Donc, on va retourner dans la section de gestion des utilisateurs et on va créer un rôle pour Code Deploy. Donc là, vous avez la liste des services. Alors, comme vous pouvez voir, il y en a un paquet. Hein. Et c'est ça qui est génial. Et oui, alors pour le coup, il n'y a pas de recherche. Sur celui-là, il n'y a pas de recherche. Le voilà. Nom du rôle, code deploy, rôle. Et je crée mon rôle. Voilà. Ça, c'est bon. Donc maintenant, je peux retourner dans code deploy. Et je vais le mettre en place. Donc par défaut, on a la possibilité de faire un truc de test, d'exemple, donc on va tout de suite aller sur quelque chose de personnalisé. Le nom de notre application, c'est évidemment Clevermind. Vous devez aussi donner un nom de groupe de déploiement. Vous avez plusieurs façons de déployer vous avez plusieurs façons de déployer votre application. Vous avez le mode sur place, donc s'il y a écrit en toutes lettres, en gros, ça coupe l'instance et ça relance une nouvelle. Vous avez un système qui va permettre de couper un ensemble d'instances, lancer des nouvelles et couper progressivement les anciennes. Bon, je vous passe sur toutes les parties qui sont la scalabilité, donc auto-scaling, horizontal, etc. C'est super intéressant, mais je pense qu'on y est encore jusqu'à demain matin sinon. Pareil pour l'équilibreur de charge, etc., etc. Et on avait créé un rôle. On le place ici pour dire que voilà, c'est lui que tu utilises. Et je crée notre application. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah pardon, j'ai cliqué par erreur, c'est ça que je veux faire. Voilà. Oula, heureusement que j'ai recliqué. Donc, le déploiement, c'est depuis notre repo Git vers notre instance. Mais comment est-ce qu'il va faire pour trouver l'instance? Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai rajouté un tag, une balise name avec le nom Clevermind. Bah, c'est ce que je vais utiliser ici. Je vais lui dire, tu cherches les instances dont la clé name est Clevermind. Là, il est capable de me dire qu'il y en a une actuellement qui est en train de tourner. Voilà. Et ça y est, notre application est créée. Maintenant, comment se passe le déploiement? Alors, à la base, il faut que votre application ait un certain nombre de prérequis pour qu'elle puisse se déployer. En l'occurrence, on va rapidement faire notre application, c'est-à-dire que on va créer un fichier index.js dans lequel on va mettre un petit bout de code que j'ai déjà écrit, qui en gros consiste juste à faire un coucou. Le voilà. Ah. Alors on a un adepte du Hello World dans la salle, donc je vais lui faire plaisir. Hello World. Voilà. Tout le monde ici connaît qui ne connaît pas Node, enfin qui ne code pas en Node, en JavaScript? Ok, quasiment tout le monde. Bon. Je pense que le code est assez explicite en lui-même. Je crée un serveur qui écoute sur le port 80 et quand il reçoit une connexion, il renvoie Hello World. Je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde. Voilà. Maintenant, pour pouvoir déployer mon application et pour répondre aux exigences de code deploy, il faut que je rajoute un fichier qui s'appelle appspec.yml. YAML, on dit. Donc un format de fichier un peu comme le JSON, mais plus pour les configurations. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, je vous préviens tout de suite, ce fichier, le jour où vous aurez à travailler avec, prenez bien le temps de le mettre en place, de bien réfléchir comment il fonctionne, parce que si vous vous plantez sur ce fichier, vos déploiements ne fonctionnent pas,
et c'est une galère sans nom pour comprendre pourquoi ça a déconné. Donc sachez-le, c'est pas très compliqué, mais faites très attention à ce que vous mettez dedans. Autrement dit, lisez la doc. Donc pareil, là il est prêt à l'emploi chez moi, donc il est ici. On va le passer en revue très rapidement. Comme je vous l'ai dit, c'est très basique. Qu'est-ce que ça fait? C'est simplement que quand il va y avoir un déploiement, la dernière version, le dernier commit va être récupéré par l'instance, par code deploy sur l'instance, et ensuite il va faire ces opérations-là. Déjà, il va commencer par faire une copie de fichier qui commence par, là ici je lui dis, bah, tu prends le fichier index.js dans le commit et tu me le copies dans /home ec2 user. Ensuite, tu vas tuer l'application si jamais elle est déjà en train de tourner. Et donc tu vas lancer tel script. Il ne faut pas que ça dure plus de 10 secondes. Au-delà de 10 secondes, on considère que c'est une erreur. Et puis tu vas faire ça en tant que root. Et évidemment, tu vas relancer l'application et pour ce faire, tu vas utiliser le script qui est dans le dossier script start. Alors en l'occurrence, on va les faire, ces deux scripts, donc c'est start et stop. Donc mkdir script, et de là, script start. Donc là aussi, je vous épargne les détails techniques, on est plus dans le monde du DevOps que dans le monde du Dev. Qu'est-ce que je fais? Bah, simplement, je lance mon application Node. Voilà, à partir du bash. Là, il y a des subtilités qui sont liées au fait que les messages d'erreur sont redirigés pour éviter qu'ils viennent polluer le truc du machin chouette avec code deploy, etc. Sachez que là, ce que je vous montre, c'est vraiment à titre de démo. Encore une fois, ne faites pas ça à la maison, il y a plein de failles de sécurité dans ce que je suis en train de vous montrer, évidemment. Le script d'arrêt, stop, même punition. Alors lui, il est un petit peu plus simple, il est un peu plus explicite. Voilà. Il se contente de tuer tous les process nodes qui sont en cours sur la machine. Alors, j'ai juste fait une petite vérif très rapidement de quelque chose parce que je crois que j'avais des petites subtilités dont je voulais m'assurer avant de pusher tout ça en démo. Donc, je vous demande de m'excuser quelques secondes. Voilà. Cette petite subtilité que j'ai découverte tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le script qui stoppe votre application, c'est celui du précédent déploiement qui est exécuté. C'est pour ça que c'est très important de ne pas se planter. C'est-à-dire que la toute première fois qu'on pousse le code et qu'on déploie, le script de stop n'est pas lancé évidemment, puisque c'est la première fois, il n'y a aucune raison de le lancer. Le script de start est lancé, votre application se lance, tout va bien. Vous faites des modifications, vous faites votre commit, vous pushez. Ce que va faire code deploy, c'est qu'il va prendre le précédent commit et il va utiliser le stop du précédent commit. Ça veut dire quoi? C'est que ça veut dire si vous êtes gamellé, si vous êtes gamellé sur ce fameux script, en fait votre déploiement ne pourra jamais se produire et vous vous mettez à tourner en boucle, à ne pas comprendre pourquoi ça ne se lance pas. Donc c'est pour ça que quand vous mettez en place code deploy, prenez bien le temps de comprendre comment ça fonctionne et de savoir ce qui se passe. Donc là, en l'occurrence, moi j'avais un petit souci parce que quand vous faites un kill all --quiet node, en fait ce qui se passe c'est que s'il n'y a pas de process node qui est lancé, ça retourne un code d'erreur à 1. Ce qui en soi n'est pas très très gênant, sauf que du côté de code deploy, il considère que c'est une erreur grave et il arrête le déploiement immédiatement. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que si jamais il y a un problème, c'est pas grave. Les deux points ici, ça veut dire commande nulle, tu renvoies 0 et ça marche. Voilà. Donc, j'ai fait toutes mes petites modifs et on va pouvoir tenter notre premier déploiement. C'est-à-dire, encore une fois, git add point, git, je sais, j'aurais pu faire un git commit -a, first release, et ensuite le git push.
Alors, ou pas, heureusement que je m'interromps avant, parce que là, j'ai fait la mise en place de Git Deploy. Mais AWS nous permet de faire des choses encore plus intéressantes, et c'est ça que je voulais vous montrer avant. Heureusement que je me suis interrompu avant le push. Git Deploy en lui-même, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'intégrer Git Deploy au sein d'un autre service AWS pour les développeurs qui s'appelle Pipeline. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un service d'intégration continue. Donc j'imagine qu'ici, il y en a qui bossent avec des choses comme Jenkins ou autre. Ben, c'est la même chose, sauf que vous pouvez mettre n'importe quoi. C'est une sorte de surcouche à Jenkins. Vous pouvez mettre Jenkins dedans, mais pas obligatoirement. Donc, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à tous les services Amazon Web Services avec une belle page d'accueil et une petite vidéo. On va l'appeler Clevermind. Et on va créer un pipeline super simple. Fournisseur de source, c'est quoi? C'est notre repo Git, donc c'est AWS Code Commit. Le nom du référentiel, c'est génial, il nous le propose. La branche qu'on veut pouvoir déployer, en l'occurrence, il n'y en a qu'une seule, ce sera celle-là. Fournisseur de génération, c'est là où vous pouvez commencer à insérer du Jenkins ou ce genre de choses. Là, en l'occurrence, on ne va rien mettre. Fournisseur de déploiement, code deploy, c'est là où on l'utilise. Nom de l'application, Clevermind. Groupe de déploiement, Clevermind. Alors, étonnamment, une espèce d'exception un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais la gestion des rôles pour Code Pipeline se fait ici et non pas dans YAM. Ok, pourquoi pas, donc je vais créer un rôle sur place. C'est presque beaucoup plus simple. Voilà. On passe en revue, on crée le pipeline. On crée le pipeline. On crée le pipeline. Et jusque-là, on n'a rien encore à payer. J'ai pas vérifié, mais si on a commencé à payer. Si. Ne serait-ce que parce que j'ai lancé l'instance EC2, qui elle tourne donc à l'heure. Bon, c'est une T2 micro, donc là je crois qu'on est quelque chose comme à 10 centimes de l'heure. Combien? À 0,8 centimes de l'heure. Donc là c'est vraiment pas cher. Hein. C'est pas pour rien en fait que d'ailleurs quand vous créez un compte chez Amazon Web Services, je crois que la première année vous avez tout un tas de services qui sont gratuits. Alors ça ne vous donne pas de la puissance phénoménale, mais pour jouer un peu comme je suis en train de le faire en ce moment, ça vous permet de jouer gratuitement en fait. Donc là on voit typiquement j'ai créé mon pipeline et qui fait exactement ce qu'on lui demande de faire. En l'occurrence ici il récupère les sources sur code commit et il va enchaîner ensuite avec le deploy qui évidemment ne va pas fonctionner puisque j'ai pas encore pushé mon code. On va le laisser tourner le temps qu'il s'arrête. Ou alors, est-ce que j'aurai la possibilité de l'interrompre? Ce serait peut-être plus intéressant. Mais alors, typiquement, dans les services Amazon, c'est un de ceux qui est un peu pénible parce qu'il n'est pas super rapide. On est un peu tout le temps en train d'attendre. Alors, comme j'ai passé pas mal de temps à débugger cette histoire de fichier appspec.yaml, j'ai eu des longues soirées. Voilà. Donc on voit que le commit a été récupéré et que théoriquement à présent ou pas, voilà, il est en train de travailler sur le code deploy qui théoriquement devrait arriver en échec. On devrait avoir un message incessamment sous peu qui nous dit non, c'est pas bon. Il manque quelque chose. Alors je vous annonce tout de suite, j'avais prévu une démo assez complète, mais vu l'heure et vu le temps déjà que je prends et vu vos têtes, je ne vais pas vous l'infliger intégralement. Vous aurez déjà une bonne base, mais je vais juste vous expliquer par la suite ce qui est possible de faire et sans rentrer trop dans les détails. Déjà, je peux avoir accès aux détails. Voilà. Déploiement en échec, ce qui est normal puisque j'avais pas mon aspect.yaml, il n'y avait rien, voilà, ça ne pouvait pas fonctionner. Maintenant, je vais pusher. Et je vais recommencer à prier. Si je retourne, non pas dans mon code deploy, mais dans mon pipeline,
Donc là, il ne l'a pas encore vu, donc vous voyez, parfois ça traînouille un petit peu. Toujours pas, donc il faut attendre parfois. Alors on peut éventuellement le forcer en poussant, en faisant publier une modification, mais à chaque fois j'ai peur que ça rentre en collision avec le moment où il l'a détecté. Donc je préfère rafraîchir. Voilà, ça y est. Donc on le voit, il a vu le changement. Il est en train de récupérer le code sur code commit et il va s'occuper de le déployer. Alors comme je vous l'avais expliqué, ici vous avez un pipeline à 2 étages. Si vous voulez faire 3, 4, 5, 10, il n'y a aucun problème. Vous pouvez insérer du test fonctionnel, du test unitaire, du déploiement de staging, du déploiement de prod, du différentiel, de l'injection de données, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un pipeline. C'est d'autres services du coup pour les tests? Comment? C'est d'autres services pour les tests? Alors de ce côté-là, j'ai pas regardé, mais il y a effectivement un service qui s'appelle CodeBuild, qui lui permet, je pense, d'intégrer différents outils de test de façon semi-automatisée. Ça y est, la récupération du repo Git s'est bien passée. À présent, il est en train de faire le déploiement. C'est la partie la plus critique, c'est la partie où j'ai le plus souffert. J'annonce tout de suite la couleur. Allez, je mets un petit 7 chances sur 10 pour que ça passe pas. Pour que ça passe pas. Ça s'appelle l'effet démo. En fait, ce que j'espère aussi, c'est que secrètement, c'est en annonçant un tel pourcentage, en fait, il va se produire l'inverse. Non, je ne suis pas du tout superstitieux, je touche du bois. Même Bill Gates a eu un écran bleu quand il a présenté un des derniers. Exactement, effectivement. Le fameux oups de Bill Gates face à un écran bleu. Une référence. Alors, théoriquement, on sait très vite ce qu'il en est. Oh là là. Mais quelle joie, quel bonheur. Ça s'est déployé du premier coup sans aucun souci. Et oui. Alors, accessoirement, comme on l'a vu, quand ça pose un problème, vous avez un journal d'événements qui vous permet de suivre à quel endroit il y a eu le problème. Le déploiement se fait par ce qu'ils appellent des hooks. Vous avez différentes étapes, vous les avez sous les yeux. Donc, première chose qu'il fait, c'est stopper l'application en cours en utilisant, encore une fois, le précédent déploiement, et non pas le déploiement en cours. Download bundle, qui est donc simplement la récupération. Et puis ensuite, vous avez le before install. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est qu'en fait, pour chaque hook que vous avez là, vous pouvez rajouter des scripts et faire ce que vous voulez. Moi, j'utilise juste, j'ai déjà oublié ce que j'utilisais, c'est dans le AppSpec. J'utilise Application Stop pour stopper et Application Start pour lancer mon application. Voilà, c'est ici. Et ça fait le boulot. Mais par exemple, vous avez un validé de service qui va faire qu'après le lancement de l'application, vous pouvez faire quelque chose qui va vérifier, par exemple, qu'elle produit bien des logs, par exemple. Et auquel cas, va renvoyer une information, etc. Autre chose intéressante avec AWS, c'est que vous avez la possibilité vraiment de faire communiquer tous les services par différents biais. Là, en l'occurrence, on est sur des processus automatisés ou semi-automatisés, mais vous avez par exemple des services comme SNS, qui sont des services de messagerie interne entre, je ne sais pas, EC2, code commit, code deploy, S3, RDS, etc. etc. Bon, on va vérifier si ça marche ou pas. Alors, on va récupérer l'adresse IP de notre instance et on va se connecter dessus. Ah, je ne sais pas si j'ai copié le bon truc. Voilà. Le Hello World tant attendu par un de nos camarades. Alors, encore une fois, j'ai plein de codes que je pourrais vous montrer derrière. Je pense que je vais pusher sur GitHub ce que j'ai préparé pour ce soir. Là, il est 9h30, j'ai peur encore d'en avoir pour longtemps parce que ça fait déjà bien une demi-heure que je suis avec vous. Je vais quand même vous montrer 2-3 petites choses. Je ne vous promets pas qu'elles vont fonctionner tout de suite, mais vous allez voir à quel point vous avez tout à disposition. Là, par exemple, vous avez vu, j'ai rentré l'adresse IP. Bon. Première chose à savoir, c'est que c'est une adresse IP temporaire. Si mon instance plante,
je perds l'adresse IP. Si je relance mon instance, l'adresse IP change. Coup de bol, Amazon nous propose un service qui s'appelle Elastic IP, qui permet d'avoir des IP fixes. Alors ça se passe au sein de EC2. Alors EC2, c'est une espèce un peu de fourre-tout, vous avez tout pour gérer vos serveurs virtuels. Donc c'est souvent là qu'il faut aller. Donc Elastic IP, que je retrouve. Alors le plus simple pour retrouver en fait, c'est de passer depuis le tableau de bord. Voilà, on voit qu'ici j'ai déjà réservé une Elastic IP qui est 34, 250, 180, 113. Et je peux décider de l'assigner à une instance. Donc j'associe l'adresse. Il me propose les instances qui sont en train de tourner. Bah, j'en ai une seule, la voilà. Et je l'associe. Donc maintenant, j'ai effectivement une IP fixe qui ne bougera pas dans le temps, qui est associée à mon instance. Comme on l'a vu avec Maxime, tout peut se faire de façon programmatique, donc par API avec AWS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai par exemple 10 instances qui sont en train de tourner et il n'y en a qu'une seule qui est associée à mon adresse IP fixe, je peux très bien décider de façon programmatique, pour une raison X ou Y, de faire en sorte que mon adresse IP fixe, elle aille plus sur l'instance A, mais qu'elle aille sur l'instance B, C, D, E, qu'elle bascule. On peut faire vraiment ce qu'on veut. On a une liberté d'action qui est absolument incroyable avec Amazon Web Services. Moi, j'aime bien dire que c'est un terrain de jeu absolument fabuleux. À partir du moment où la carte bleue suit. Non, je n'étais pas été traumatisé. On va vérifier par exemple que notre adresse IP fixe fonctionne bien. Et elle fonctionne bien. Alors c'est sympa une adresse IP, mais enfin bon, j'ai pas envie que mon service, j'ai pas envie que les gens se souviennent par cœur de 34, 250, etc. Bah même ça, Amazon Web Services y a pensé. Ils ont un truc qui s'appelle Route 53 qui vous permet de gérer vos noms de domaine. Vous n'avez même pas besoin de passer par OVH, Gandhi ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire directement. Donc, Route 53, le voilà. Il se trouve que moi-même, j'y gère deux noms de domaine, antoinevio.com et antoinevio.net, et je peux faire ce que je veux. Donc, je vais sur les zones hébergées, antoinevio.com, et puis on va dire que je vais mettre un sous-domaine que je vais appeler Clevermine. Donc ce sera clevermine.antoinevio.com, et je vais le mettre sur mon adresse IP. Et voilà. Alors là, évidemment, vous avez le temps de diffusion des DNS ou ce genre de choses. Je crois néanmoins que ça peut fonctionner assez vite. Ben voilà, ça fonctionne. En 2.2, j'ai un service avec un nom de domaine, une instance, du code qui tourne, qui est déployé sur un repo Git qui a été créé sur place, etc. etc. Mais c'est pas fini. Promis, je vous libère bientôt. Alors. Il y a un service pour commander des pizzas. Elles sont là, elles sont froides. Ah mon dieu, les pizzas sont froides. Non, je vais bientôt arrêter, je vais vous montrer du code. Je vais juste vous montrer un autre service très intéressant. RDS. RDS, c'est quoi? C'est que c'est super, j'ai fait une application, etc. Mais j'ai besoin de stocker des informations en base de données. Je vais vous parler de deux services, de RDS et de S3. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai envie de stocker des informations dans une base de données. Par exemple, MySQL. Bah, j'ai envie de dire Yaka Faucon. Je vais dans les services, RDS. Et de là, je peux créer une instance spécifiquement pour héberger une base de données relationnelle. Et en plus, j'ai le choix. Je peux lancer du MySQL, du MariaDB, du Oracle, etc. etc. Bon, là, je vais faire du MySQL parce que c'est ce que je connais. On peut choisir différents types de déploiement. Donc, je fais le déploiement le plus simple. Et vous allez voir, c'est absolument incroyable. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par l'étape quand vous faisiez du dev de devoir installer un MySQL sur votre machine ou sur un serveur. Et mon Dieu, c'est compliqué. Moi, je suis même passé à une époque à l'étape où il fallait que je recompile MySQL moi-même. C'est vous dire à quel point c'était pas drôle. Là, en 2.2, vous pouvez créer une machine virtuelle avec votre MySQL prêt à tourner. Et en plus, Amazon Web Services s'occupe non seulement de l'installer, mais de le backuper à intervalles réguliers, de faire les mises à jour à intervalles réguliers et d'assurer la haute disponibilité. Donc vraiment, vous avez votre base
et vous ne vous posez pas plus de questions que ça. Donc, bah, vous choisissez, comme pour n'importe quel serveur virtuel, la puissance que vous voulez. Donc là, je vais prendre un T2 médium. Vous choisissez un identificateur, Clevermind, un identifiant, Clevermind, donc ça ce sera pour se connecter, un mot de passe, Clevermind. Voilà. Ensuite, vous pouvez créer par défaut une base de données, Clevermind. Vous pouvez choisir les périodes de sauvegarde, ce genre de choses, et vous pouvez la lancer. Et voilà, vous avez une instance qui va se créer. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais alors Amazon Web Services est d'une lenteur épouvantable pour la création des instances RDS. Donc j'en ai déjà une qui est déjà lancée ici. Je vais vous montrer comment elle va. Simplement, il n'y a vraiment rien de miraculeux. Je vais par exemple juste lancer MySQL Workbench. Je vais rentrer les informations concernant mon instance ici. Donc voilà, j'ai l'adresse de mon instance. J'ai juste à rentrer. Et là, j'avais un mot de passe un peu plus long. Je teste la connexion. Ça marche. Et ensuite, voilà, je suis connecté dans mon instance dans laquelle j'ai une table qui s'appelle Antoine. Pardon, une base de données qui s'appelle Antoine avec à l'intérieur différentes données en tout genre. C'est aussi bête que ça. Donc vous voyez que là, en 2.2, j'ai pu créer une base MySQL et je peux faire la même chose avec du Oracle. Sachez que vous pouvez faire la même chose avec, par exemple, du MongoDB. Vous pouvez faire la même chose avec du Memcache ou du Redis. Donc, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Pour finir, ou presque, S3, pareil, même topo, c'est un service pour stocker des fichiers de façon illimitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, moi, l'application que je comptais vous montrer ce soir intégralement, c'est un petit service de stockage d'images. Vous allez sur mon site, vous enregistrez, et puis vous uploadez des images autant que vous voulez, et puis ensuite, vous pouvez les partager, n'importe qui peut les voir. Les images, pour les stocker, en fait, je les stockais donc dans ce service qui s'appelle S3. Alors lui, il est ultra simple à utiliser aussi. En fait, dans S3, vous créez ce que vous appelez des buckets, des seaux, dans lesquels vous allez stocker des objets. Les objets sont simplement des fichiers, vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc moi j'avais créé un bucket qui s'appelle Talk AWS, et voilà, j'ai stocké dedans des fichiers. Et encore une fois, tout ceci s'accède de façon programmatique. Alors, pour le coup, je vais vous montrer très rapidement le petit bout de code qui avait été écrit pour l'occasion. Donc, encore une fois, c'est du JS, mais je pense que vous comprendrez assez vite. Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai écrit une fonction qui permet de faire des requêtes sur ma base de données RDS. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Je donne l'adresse de ma base de données, l'utilisateur pour se connecter, le password et la base de données. Rêvez pas, je ne me sers absolument jamais de ce mot de passe. De là, je peux faire des requêtes comme je ferais avec n'importe quelle base de données MySQL, et voilà. Concernant S3, j'ai écrit une petite fonction pour faire de l'upload. Alors, comme c'est du JavaScript, j'utilise des bibliothèques toutes prêtes qui sont fournies par NPM, qui est donc un gestionnaire qui est un repo de paquets de bibliothèques JavaScript où il y a absolument tout dedans. Donc, j'ai même pas besoin à écrire du code moi-même compliqué pour faire ça. Tout est déjà prêt à l'emploi. Donc là, par exemple, pour envoyer un simple fichier dans S3, ça se résume à ça. Voilà. Avec ça, je prends un fichier en local et je l'envoie sur S3 et c'est fini. Donc imaginez que vous pouvez créer n'importe quel type de service avec ça. La seule limite, je crois que vous avez, si je ne me trompe pas, c'est qu'un fichier ne peut pas faire plus de 4 Go. Ça laisse de la marge. Voilà. Donc voilà. Donc, après, évidemment, j'aurais encore pu vous parler de tonnes et de tonnes de services, puisque comme je vous l'ai montré au début, vous avez un choix particulièrement conséquent.
Ce que je vous invite à faire, c'est évidemment d'aller jouer, même si ça vous coûte un petit peu d'argent sur la carte bancaire. Alors j'ai beaucoup plaisanté là-dessus, vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de toute façon de contrôler à tout instant combien ça vous coûte. Vous avez un tableau de bord de facturation qui vous dit très précisément où vous en êtes et qui vous fait des prédictions en fonction des services que vous avez lancés. Voilà. Bon là en l'occurrence, je crois que l'utilisateur que j'ai créé, comme il le dit, n'a pas le droit de le faire, mais voilà, ça vous donnera une vision. Voilà, j'espère que ça vous aura donné un bon aperçu de ce qui est possible de faire. Si vous avez des questions, devant les pizzas. Merci.